En août 2004, une après-midi scintillante et lourde planait sur la cour. Un de ces jours où même les ombres semblent de fatiguer. Maria vivait depuis 8 ans avec João dans la petite maison en terre, et bien que la vie fût simple, elle avait son rythme. Travail, rire d'enfants, le son de l'eau dans le puits, la promesse silencieuse d'un lendemain ensemble. Pedrinho, 5 ans, et Joãozinho, 3 ans, pétrissaient des figurines de terre humides dans la poussière, fiers de chaque petite maison tordue qu'ils construisaient. Maria étendait le linge, le soleil tendait les draps comme des voiles, et en elle grandissait une troisième vie, encore délicate, à peine visible, mais déjà perceptible dans ce léger vertige qui l'accompagnait depuis des jours. Elle caressa son ventre encore plat, et pensa à un enfant qui compléterait la famille, comme si le bonheur était quelque chose qu'on pouvait simplement continuer à compter. Puis João appela depuis la maison, pas comme d'habitude, pas avec cette voix qui sentait les champs et la fatigue, mais aiguë, pressée, comme si quelqu'un avait trop tendu une corde. Maria, viens ici, tout de suite. Elle resta un instant immobile, les mains encore sur le drap, et ne sut pas pourquoi son cœur battait soudain plus vite. En toutes ces années, il n'avait jamais parlé ainsi. Elle lâcha le tissu, entra, essuya ses doigts sur son tablier et pénétra dans la pièce qui sentait le bois, le vieux café et la poussière. João se tenait au milieu de la pièce, comme s'il y avait attendu des heures. Dans sa main, il tenait une feuille de papier. Ses yeux étaient rouges, non pas de manque de sommeil, mais d'une rage qui ne pouvait plus s'expliquer elle-même. Ce n'était pas l'homme qui lui lavait les mains chaque soir quand ils rentrèrent des champs, pas celui qui prenait les enfants sur ses épaules. Il ressemblait à quelqu'un qui croyait avoir découvert une vérité et qui, ce faisant, perdait tout ce qu'il avait porté jusqu'alors. « Qu'est-ce que c'est » demanda Maria doucement. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Il ne répondit pas. Il laissa tomber le papier juste à ses pieds, comme s'il voulait la forcer à regarder d'abord le sol avant qu'elle ne puisse à nouveau le regarder dans les yeux. Lisse, et explique-moi ça. Elle ramassa la lettre. L'écriture était nette, délibérément soignée, comme si quelqu'un s'était donné du mal pour paraître crédible. La première phrase la frappa comme de l'eau froide. « João, tu dois savoir la vérité sur ta femme. » Puis suivit une affirmation si grossière, si clairement formulée, qu'elle semblait presque une preuve. Maria n'était pas une sainte. Elle rencontrait Antonio, le fils de Severino, tous les mardis, quand João était au marché. Quelqu'un l'avait vu, plusieurs fois, au bord du barrage. L'auteur se présentait comme bienveillant, comme quelqu'un qui voulait protéger João. Maria l'a lu une fois, 2 fois, une troisième fois, comme si une lecture supplémentaire pouvait transformer le contenu. Les mots restaient les mêmes. Sa bouche devint sèche. « João, c'est un mensonge. » Sa voix sonnait mince, étrangère, comme si elle venait d'un autre corps. « Je n'ai jamais... Comment peux-tu croire une chose pareille ?» Elle lui tendit la lettre, comme si c'était quelque chose de sale qu'il fallait jeter avant que cela ne souille tout. João arpentait la pièce. Il semblait enfermé dans une cage qu'il avait lui-même construite. Un mensonge ? Il rit brièvement, sans joie. Et pourquoi quelqu'un inventerait-il une chose pareille ? Sa question n'était pas ouverte, c'était un jugement. Puis il montra l'écriture. Et l'écriture, Maria. J'ai déjà vu cette écriture. Maria ne comprenait pas. Quelle écriture ? Je n'ai pas écrit ça, jamais. Elle sentit son ventre se contracter, non pas de douleur, mais plutôt d'une protection instinctive, comme si son corps voulait préserver l'enfant à naître de la froideur soudaine de la pièce. « Alors explique-moi, » dit João. « Pourquoi tu disparais toujours le mardi ? Explique-moi pourquoi tu reviens et tu es différente. Comme si tu étais heureuse, comme si tu avais un secret. » Maria déglutit. C'était exactement ça. Un secret, mais pas celui que prétendait cette lettre. Les mardis, elle allait chez Dona Eulalia, la sage-femme du village, car la vieille femme lui apprenait à mieux lire. Maria voulait surprendre João. Elle voulait qu'un jour il la voie ouvrir la Bible seule et comprendre les mots qu'il vénérait tant. C'était une fierté silencieuse, un cadeau délicat. Et maintenant, ce cadeau se tenait comme un couteau entre eux. « Je peux expliquer, » dit Maria. Elle fit un pas vers lui, prudemment, comme si un faux mouvement pouvait tout briser définitivement. « S'il te plaît, João. »
mais il frappa du poing sur la table en bois bancal. Les assiettes cliquetèrent. Non, sa voix était rauque. Je ne veux plus d'explications, pas de mensonges. Puis vint cette phrase, lourde comme une pierre. 8 ans, Maria. 8 ans que je travaille comme un forcené pour que vous alliez bien. Et tu me rembourses comme ça? Je n'ai rien fait, murmura-t-elle. Elle voulait pleurer, mais quelque chose en elle se retenait. Peut-être la peur, peut-être la dignité, peut-être l'enfant. Tu dois me croire. Pendant un instant, son regard sembla vaciller, comme s'il se souvenait de qui elle était. Mais ensuite, son visage se referma. « Fais tes affaires, dit-il. Va-t'en. » Maria sentit ses jambes fléchir. « Quoi ?» Elle s'entendit demander, comme si elle devait entendre la phrase à nouveau pour la comprendre. « João, s'il te plaît ?» Mais il montra la porte. « Prends les enfants et sors de ma maison. Je ne veux plus te voir ici. » À cet instant, Pedrinho et Joãozinho firent irruption, les mains pleines de terre, les visages ouverts de joie, car les enfants ne prévoient pas la rupture d'un monde. « Papa, regarde !» cria Pedrinho en brandissant une figurine tordue. João les regarda tous les deux, et pendant un infime, traître moment, une partie de sa colère retomba. Puis, il regarda de nouveau Maria, et le feu revint, comme s'il avait peur de s'attendrir. « Les enfants restent, » dit Maria sans réfléchir. Sa voix devint plus ferme, comme elle se surprenait elle-même. « Ils sont petits, ils ont besoin de leur mère. » João répondit froidement. « Alors ils auraient eu besoin d'une mère décente. » Le mot la frappa, non seulement comme une insulte, mais comme une annulation, comme si tout ce qu'elle avait été était réduit en poussière en une seule phrase. Joãozinho se cacha derrière sa jupe. « Maman, pourquoi papa crie ?» demanda-t-il de cette voix douce et incertaine qui ne comprend pas pourquoi l'amour fait soudainement mal. Maria se pencha un peu, voulant le protéger, mais ses mains tremblaient. Dans sa tête, des questions se précèdent qu'elle ne pouvait saisir. Qui écrit une chose pareille? Qui veut nous détruire? Pourquoi? Elle pensa aux voisins, aux rumeurs, aux regards envieux, mais rien ne correspondait. Et tandis qu'elle se tenait là, entre un homme qui ne la croyait plus et 2 enfants qui ne voyaient qu'elle, la catastrophe prit une forme irréversible. Elle alla dans la petite chambre, prit un vieux sac en tissu, y fourra quelques vêtements. Chaque geste lui semblait arracher sa propre peau. João resta dans la pièce, immobile, comme s'il devait se prouver qu'il était assez fort pour aller jusqu'au bout. Maria regarda une dernière fois le salon où ils avaient ri, mangé, prié. Puis, elle prit la main des enfants. Pedrinho comprit que quelque chose n'allait pas. Son regard devint grand et silencieux. Joãozinho s'accrocha fort, comme s'il pouvait ainsi empêcher le monde de s'effondrer. Et lorsqu'elle se dirigea vers la porte, avec le sac, les 2 petites mains dans les siennes, et l'enfant à naître en elle, elle ne savait qu'une chose. Si João ne la croyait pas, la vérité ne viendrait pas d'elle-même. Quelqu'un avait déposé ce mensonge dans sa maison comme une braise ardente. Quelqu'un voulait que tout ce qu'ils avaient devienne cendre. Elle sortit dans la chaleur de l'après-midi. Derrière elle restait un homme qui se croyait trahi. Devant elle se trouvait une route qu'elle ne connaissait pas. Et quelque part, sans que Maria s'en doute, quelqu'un s'était réjoui du succès d'un plan. 6 mois plus tôt, tout avait commencé de manière insignifiante, comme beaucoup de catastrophes. Ce jour de février, João avait rendu visite à son père, un homme dont le corps était devenu fatigué, tandis que sa volonté restait fermement ancrée dans la terre. Le vieil homme savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et voulait mettre de l'ordre. Il appela ses 2 enfants, s'assit lourdement sur la chaise en bois et parla de la terre, de la responsabilité, de ce qui devait rester après son départ. Ce n'étaient pas des mots durs, plutôt des phrases calmes, nées de l'expérience. Les champs fertiles, disait-il, devaient rester à celui qui avait une famille et savait prendre soin des autres. João, avec Maria et les enfants, était pour lui cette personne. Francisca écoutait et hochait la tête, mais intérieurement, elle se raidit. Elle était l'aînée, celle qui s'était toujours crue plus intelligente, celle qui avait appris à survivre seule après la mort précoce de son mari. Et maintenant, elle devait recevoir la partie sèche et pierreuse, tandis que João gardait la bonne terre, l'eau, la sécurité. À ce moment-là, quelque chose commença à travailler en elle, doucement, avec persistance. Elle ne s'opposa pas ouvertement, elle n'éleva pas la voix.
Elle rentra chez elle et emporta sa colère au lit, où elle grandit la nuit, nourrie par les comparaisons et les calculs silencieux. Avec le temps, son ressentiment ne se dirigea plus seulement contre la décision du père, mais contre Maria, contre cette femme tranquille qui ne demandait rien et pourtant obtenait tout. Francisca voyait comment Joan changeait depuis que Maria était à ses côtés. Comment il riait, comment il prenait soin, comment il assumait ses responsabilités. Tout ce que Francisca considérait comme de la force, elle ne l'avait jamais eu elle-même. Et ainsi, elle commença prudemment, presque tendrement, à semer le doute. Non pas comme une attaque, mais comme une inquiétude. Ne trouves-tu pas étrange, dit-elle un jour autour d'un café, que Maria soit toujours absente le mardi? Joan haussa les épaules. Francisca sourit et se tut. Le silence était plus efficace que toute accusation. Une semaine plus tard, elle mentionna de manière désinvolte qu'elle avait vu Antonio au marché, demander après Maria. Rien de concret, juste un nom, une insinuation. Joan s'y opposa, défendit sa femme, mais quelque chose persista. Une fois entendus, les mots ne peuvent être entièrement retirés. Francisca le comprit. Elle savait quand il fallait s'arrêter pour laisser de l'espace aux autres afin qu'ils finissent l'histoire. Des mois passèrent, et les doutes s'installèrent. Joan commença à prêter attention à des détails qui ne lui avaient jamais sauté aux yeux auparavant. Le sourire de Maria quand elle rentrait à la maison. Sa satisfaction silencieuse. Des choses qui avaient autrefois été des signes de bonheur semblaient maintenant des preuves d'un secret. Francisca observait cela de près, patiemment. Quand elle fut sûre que le terrain était préparé, elle décida de passer à la dernière étape. Elle suivit Maria un mardi et vit qu'elle allait effectivement chez Donna Eulalia. Un instant, elle hésita. La vérité était là, ouverte, sans éclat et inoffensive. Mais la vérité n'avait plus sa place dans son plan. Elle choisit Antonio comme nom, parce qu'il était crédible, parce qu'il avait une fois admiré Maria. Puis elle s'assit à table, prit du papier, et s'exerça à imiter l'écriture d'une autre femme, une de l'Église, qu'elle connaissait bien. Ligne après ligne, jusqu'à ce que chaque courbe soit parfaite. Quand elle écrivit enfin, elle le fit sans trembler. Le mensonge coula calmement, presque élégamment. Le jour où Maria avait fait ses valises et était partie, Francisca se tenait derrière le mince mur de terre et écoutait chaque bruit. Le froissement du tissu, les pleurs étouffés, les pas. Elle n'éprouva aucun triomphe, plutôt un soulagement froid. Dans sa tête, elle avait tout calculé. Joan serait brisé, perdu. Elle resterait à ses côtés, l'aiderait, le guiderait, et quand le père mourrait, personne ne mentionnerait plus Maria quand il s'agirait de la terre et de l'avenir. Pendant qu'il se mettait à pleuvoir dehors et que Maria marchait le long de la route, Francisca ne savait pas encore qu'elle avait commis une erreur. Une petite erreur insignifiante, cachée dans la précipitation de l'écriture. Une erreur qui, des années plus tard, allait tout révéler. À ce moment-là, cependant, elle croyait avoir gagné, et le monde semblait lui donner raison. La nuit où Maria quitta le village fut plus longue que toutes les autres de sa vie. La pluie tombait lourdement et régulièrement, comme pour effacer toutes les traces. Elle marchait lentement, parce que les enfants étaient fatigués, parce que son propre corps n'obéissait plus, et parce que chaque pas lui donnait l'impression de l'éloigner davantage de tout ce qu'elle avait connu. Quand le matin arriva, elle était seule. Joan lui avait arraché les enfants des mains au dernier moment, avec une froideur qu'elle ne pouvait toujours pas comprendre. Maria se tenait au bord de la ville, trempée, tremblante, sans but. Pour la première fois, elle comprit vraiment ce que signifiait ne plus avoir de lieu. Dans une petite ville, il n'y a pas de chemin anonyme. Les regards des gens la frappaient comme des pierres. Certains étaient remplis de pitié, d'autres de méfiance. Personne ne posait de questions à haute voix, mais tous croyaient savoir. Elle frappa à 2 portes, demanda un lit pour une nuit, du temps pour réfléchir. Les 2 fois, elle reçut des excuses polies, accompagnées de regards baissés. Quand l'obscurité tomba, elle trouva refuge sous un vieux pont à la périphérie de la ville. Le sol était froid, l'odeur de pierre humide et d'eau sale s'insinuait dans ses vêtements. Là, elle pria doucement, non pas pour un miracle, mais pour comprendre. Pourquoi tout cela arrivait? Elle voulait savoir.
Mais aucune réponse ne vint. Les jours s'estompaient. La faim devint une compagne constante, une pression sourde qui dictait chaque mouvement. Finalement, Maria fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle demanda du vieux pain, des restes. Quand cela ne suffit pas, elle alla là où les déchets de la ville atterrissaient. Entre les éclats, le métal et l'odeur de putréfaction, elle travailla du matin à l'après-midi, les mains écorchées, le corps fatigué. Pire que la douleur était le souvenir de la vie d'avant. Chaque bouteille vide lui rappelait les dimanches avec les enfants. Chaque morceau de papier la cuisine où elle avait cuisiné. Un matin, la douleur dans son ventre s'intensifia. Ce qu'elle avait d'abord refoulé ne pouvait plus être nié. Seule, sous le pont, Maria perdit l'enfant dont João n'avait jamais su l'existence. Elle resta longtemps immobile, comme si avec cette vie, le dernier reste d'espoir l'avait aussi quittée. Cette nuit-là, elle pensa pour la première fois à ne pas continuer. La rivière bruissait à côté d'elle, indifférente, un appel silencieux au repos. Là, elle entendit des pas. Une lampe s'approcha et une voix, vieille et ferme, prononça son nom. Donna Eulalia l'avait trouvée. La sage-femme tint le visage de Maria entre ses mains rugueuses et vit immédiatement ce qui s'était passé. Sans question, sans reproche, elle l'emmena. Dans sa petite maison, il y avait de l'eau chaude, de la soupe et un lit. C'était la première fois depuis des mois que Maria se sentait à nouveau humaine. Le lendemain matin, Donna Eulalia raconta sa propre histoire. Comment elle aussi avait été autrefois rejetée. Comment elle avait appris dans la rue que la souffrance détruit ou enseigne. La douleur est soit une école, soit une tombe, dit-elle calmement. Tu décides. Ces mots restèrent en Maria. Elle resta avec la vieille femme, apprit à lire, à compter, à observer. Elle apprit qu'elle avait des compétences que personne ne lui avait jamais montrées. Lentement, elle se releva, intérieurement d'abord. Mais les nuits appartenaient aux enfants. Maria pensait à Pedrinho et Joãozinho, se demandant s'ils demandaient après elle, s'ils l'oubliaient. Un jour, elle entendit qu'on leur disait qu'elle les avait abandonnés. Alors, elle écrivit une lettre, rien que pour elle, une promesse à ses fils. Elle reviendrait, mais pas brisée. Elle serait assez forte pour leur montrer la vérité. Pendant ce temps, João commença à se décomposer sans Maria. La mort de son père, la responsabilité des enfants, la solitude. Francisca s'approcha, offrit son aide, arrangea des contrats, parla de nécessité. Morceau par morceau, João vendit la terre, convaincu de le faire pour ses fils. Il ne vit pas qu'il perdait tout ce qui aurait pu le retenir. Et ainsi, les années passèrent, chacun sur son propre chemin. Maria reconstruisit quelque chose de nouveau, silencieusement et avec persistance. João se perdit dans la culpabilité et la fatigue. Francisca crut que le destin était de son côté. Aucun d'eux ne savait que les lignes de leur vie se rapprochaient déjà, inéluctablement. 5 ans passèrent, sans que Maria ne prononce le nom de son mari à voix haute. Elle travaillait, apprenait, échouait à petite échelle et se relevait. La cuisine de Donna Eulalia devint d'abord un lieu de travail, puis un endroit où les gens restaient, commandaient, revenaient. Maria apprit à calculer les prix, à parler aux fournisseurs, à trouver sa voie. Elle apprit surtout la patience. Non pas la résignation, mais celle qui attend et devient plus forte. Quand Donna Eulalia mourut, elle lui laissa plus que des recettes et des cahiers. Elle lui laissa une attitude droite, sobre, sans haine. Au même moment, João s'éteignait lentement. La ville ne lui avait pas apporté de salut. Le travail était irrégulier, l'argent disparaissait plus vite qu'il n'arrivait. Les enfants devinrent plus silencieux. Pedrinho portait une tristesse trop grande pour son âge. Joãozinho demandait la nuit après une mère dont il se souvenait à peine. Francisca était là quand il s'agissait de signatures, de conseils, de décisions. Pas quand il s'agissait de consolation. João s'en rendit compte trop tard. Quand il comprit que la terre était partie et que les promesses étaient vides, il ne restait plus que des dettes et de la honte. Puis vint l'appel. Un notaire. Un nom. Francisca. Maria écouta, posa des questions factuelles, raccrocha. Elle comprit qu'elle était, sans le vouloir, tombée sur le chemin d'une justice qui n'avait pas besoin d'être bruyante. Francisca était tombée, non par vengeance,
mais par ses propres calculs. Maria ne dormit pas cette nuit-là. Elle pensa aux enfants, à la lettre dans le tiroir, au prix de la vérité. Au matin, elle prit une décision qui n'était ni douce ni dure, mais claire. Elle chercha Francisca. La femme qu'elle avait autrefois entendue sourire derrière le mur était maintenant assise sur un banc, plus âgée, plus maigre, sans direction. Quand Francisca prononça la vérité, ce ne fut pas une confession qui libéra. Ce fut un effondrement. Maria écouta. Elle ne posa aucune question qu'elle ne voulait pas entendre. À la fin, elle posa des conditions, non par pouvoir, mais par nécessité. La vérité devait être dite, devant João, devant les enfants, le moment venu. Ensuite, Francisca devait partir. Le chemin vers le petit appartement loué fut court et infini à la fois. Quand João ouvrit la porte et vit Maria, il resta immobile, comme si le temps lui-même avait couru contre lui. Ce furent les enfants qui comprirent les premiers. Ils ne la reconnurent pas immédiatement, mais ils reconnurent qu'ils étaient entendus. Quand Francisca parla, quelque chose se brisa en João qui n'avait jamais été guéri. Il écouta, se tut, s'assit. Il comprit qu'il n'avait pas seulement été trompé, mais qu'il s'était trahi lui-même. Maria resta, non par devoir, mais parce qu'elle savait que la vérité ne guérit que si l'on reste pour la supporter. Elle prit les enfants dans ses bras. Elle dit peu. C'était suffisant. Dans les mois qui suivirent, ils apprirent à marcher côte à côte, non pas en arrière, mais en avant. Il y eut des conversations, des pauses, des souvenirs qui faisaient mal. Il y eut aussi du travail, des repas partagés, des rires qui revinrent prudemment. 2 ans plus tard, Maria lut à ses fils la lettre qu'elle avait écrite à l'époque. Les mots étaient anciens, mais ils tenaient. João demanda pardon, non pas une fois, mais encore et encore, par des actes. Ils parlèrent de l'enfant qui avait été perdu, et lui donnèrent le nom qu'il n'avait jamais eu. La culpabilité se transforma en souvenir, le souvenir en paix. Des années plus tard, lorsque la nouvelle de la mort de Francisca arriva, Maria resta silencieuse. Elle prit la lettre qui restait et décida de ne pas garder l'argent. Une crèche fut créée, simple, ouverte, vivante. Un lieu pour les enfants dont la vie ne faisait que commencer. Non pas comme un monument à la culpabilité, mais comme une réponse à celle-ci. Le soir de l'inauguration, Maria se tenait avec João et les enfants dans la cour. Le soleil se couchait. Ce ne fut pas une grande fin. Ce fut une conclusion silencieuse. Maria savait que le pardon n'est pas un cadeau fait aux autres, mais une décision qui remet sa propre vie en mouvement. Et que la vérité, même si elle vient tard, n'a pas besoin d'être trop tardive. Maria continuait de vivre dans la maison de Dona Eulalia, mais son corps était là, tandis que son cœur était ailleurs chaque jour. Les nuits étaient les plus difficiles. Quand tout devenait silencieux, les voix de ses enfants revenaient, si claires que cela faisait presque mal. Pedrinho, qui demandait toujours pourquoi le ciel rougissait le soir. Joãozinho, qui s'était accroché à elle la nuit, comme s'il avait pressenti que quelque chose allait se briser. Maria s'imaginait comment il dormait maintenant, sans elle, et cette pensée la rongeait comme la faim. Un jour, une femme du marché apporta des nouvelles. Elle avait vu João avec les garçons. Les enfants demandaient après leur mère, disant qu'elle était partie en voyage et reviendrait bientôt. Maria écouta, immobile. Quand la femme ajouta que quelqu'un disait aux enfants que Maria les avait volontairement abandonnés, elle sentit quelque chose céder en elle. Non pas bruyamment, non pas dramatiquement, mais silencieusement, comme une corde trop longtemps tendue. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle sortit, s'assit sur le perron devant la maison et fixa la route poussiéreuse, comme si elle pouvait y trouver des réponses. Le soir, Dona Eulalia lui parla, calmement et avec détermination. Elle dit que Maria ne pourrait pas récupérer ses enfants par la simple proximité. Pas maintenant. Pas ainsi. Tant que João la tiendrait pour coupable, tant que le village la condamnerait, toute tentative ne ferait que rouvrir de nouvelles plaies. Maria ne contredit pas. Elle savait que c'était vrai.
Mais la vérité ne rend pas la patience plus facile. Cette nuit-là, elle prit du papier et un stylo. Elle écrivit lentement, cherchant des mots qui pourraient importer, même s'ils mettraient des années à arriver. Elle écrivit à ses fils, sans savoir s'ils liraient un jour la lettre. Elle écrivit qu'elle n'était pas partie pour être libre, mais qu'elle y avait été contrainte. Qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne pensât à eux. Qu'elle reviendrait un jour, non pas comme une mendiante d'amour, mais comme une mère capable de se tenir debout à nouveau. Quand elle eut fini, elle plia la lettre soigneusement et la rangea au fond d'un tiroir. Ce n'était pas un adieu, c'était une promesse. À partir de ce jour, Maria travailla avec un autre regard. Chaque jour avait un but plus grand que la fatigue ou la peur. Elle apprit, économisa, observa. Non par ambition, mais par nécessité. Elle savait maintenant que l'amour seul ne suffit pas à protéger les enfants. Il faut aussi de la force, de l'indépendance, un sol ferme sous les pieds. Cette prise de conscience faisait mal, mais elle lui donnait une direction. Pendant que Maria construisait silencieusement quelque chose, Joan commença à se décomposer sans elle. Il essaya d'être père et mère à la fois, échoua et s'en voulut. Les enfants devinrent plus calmes, plus perdus. Francisca était là, aidait avec des mots et des suggestions, toujours avec un ton de raison. Joan s'accrochait à elle, sans se rendre compte qu'il s'éloignait de ce qui aurait pu le sauver. Maria ne savait rien de tout cela en détail. Elle savait seulement que le temps travaillait contre elle et en même temps pour elle. Et que, aussi cruel que cela fût, elle devait attendre. Pas des semaines, pas des mois, mais des années pendant lesquelles elle devait apprendre à vivre avec l'absence sans se briser. Après la disparition de Maria de la vie de Joan, la maison devint silencieuse d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Au début, il se persuada qu'il avait agi correctement. Un homme qui se sent trahi ne doit pas montrer de faiblesse. Mais les nuits commencèrent à miner cette certitude. Quand Joãozinho appelait sa mère en dormant, quand Pedrinho devenait trop silencieux pour son âge, João comprit lentement que la colère ne remplace pas la proximité et que la fierté ne procure aucune chaleur. La mort de son père le prit au dépourvu. D'un seul coup, non seulement une personne était partie, mais aussi l'ordre qui avait orienté sa vie. Restait hors la terre, la responsabilité, et deux enfants qui demandaient chaque jour quelque chose qu'il ne pouvait leur donner. À ce stade, Francisca se rapprocha, calme, factuelle, apparemment désintéressée. Elle proposa de s'occuper des papiers, des contrats, de tout ce qui dépassait João. Il fut reconnaissant, trop fatigué pour être méfiant. Au début, tout semblait raisonnable. Vendre un petit morceau de terre, seulement temporairement pour couvrir les dépenses. Toujours au nom des enfants. Francisca mentionnait ses neveux chaque fois qu'elle lui tendait un document. João signait sans regarder de près. Il faisait confiance à sa sœur aussi aveuglément qu'il avait autrefois fait confiance à une lettre. Pas à pas, la terre disparut et avec elle la sécurité que son père avait construite. Le déménagement en ville n'apporta pas le nouveau départ que Francisca avait promis. Le travail était irrégulier, l'argent ne suffisait jamais. João acceptait toutes les tâches qui se présentaient, mais l'épuisement persistait. Le petit appartement loué était étroit et froid. Les enfants souffraient, visiblement. Pedrinho perdit le fil à l'école, Joãozinho tombait souvent malade. João voyait tout cela et se sentait incapable de changer les choses. La culpabilité devint sa compagne constante. Quand il trouva finalement de vieux documents de son père et que les chiffres ne correspondaient plus, la vérité lui apparut. Il n'était pas seulement devenu une victime des circonstances, mais avait été délibérément trompé. Mais à ce moment-là, presque tout était perdu. Pas de terre, pas d'économie, seulement des dettes et la responsabilité de deux enfants qui avaient besoin de lui. João ne savait pas que Maria, au même moment, commençait à se relever, que ses pas, lents et silencieux, le conduisaient dans sa direction. Deux vies, séparées par un mensonge, se dirigeaient inexorablement vers le même point où la vérité ne pourrait plus rester cachée. En décembre 2009, Maria était assise dans un petit bureau qu'elle avait elle-même aménagé et consultait des chiffres qui, enfin, prenaient sens. 5 années de travail étaient derrière elle. Pas brillante, pas spectaculaire, mais stable. Ce qui n'était autrefois qu'une table dans la cuisine de Dona Eulalia
était devenue une modeste entreprise. Les commandes venaient de plusieurs endroits, les gens comptaient sur elle. Et pourtant, au milieu de tout ce succès, un vide persistait, que rien ne pouvait combler. Ses fils. Chaque profil lui rappelait pourquoi elle devait devenir plus forte et pour qui. Un froid matin de janvier 2010, un avocat se présenta devant elle. Il parla calmement, de manière factuelle, offrant une opportunité. Quelqu'un devait vendre d'urgence des terres, bien en dessous de leur valeur, cette personne ne pouvant se présenter elle-même par honte. Maria écouta, posa des questions, vérifia les chiffres. Elle avait appris à ne pas se laisser guider par les émotions. Lorsque le nom de la région fut prononcé, elle ressentit une brève tension dans la poitrine. C'était près de l'endroit qu'elle avait autrefois appelé sa maison. Elle signa néanmoins. Non par nostalgie, mais par raison. Dans les semaines qui suivirent, d'autres offres arrivèrent. Des dettes qui pouvaient être reprises, des garanties qui étaient transférées. Maria agissait prudemment, vérifiant chaque détail. Elle ne savait pas qu'un visage familier se cachait derrière ces transactions. Elle savait seulement qu'elle avait pour la première fois le contrôle de son propre destin. Quand elle apprit finalement le nom inscrit sur les papiers, ce fut comme si un cercle se refermait, qu'elle n'avait jamais consciemment dessiné. Francisca était tombée, non par vengeance, mais par ses propres décisions. Surendettée, sans soutien, contrainte de vendre ce qu'elle avait autrefois volé. Maria devint la principale créancière, sans l'avoir prévu. Cette prise de conscience ne la fit pas triompher. Elle la fit se taire. Cette nuit-là, Maria dormit à peine. Elle pensa à João, aux enfants, au prix de la vérité. Elle savait que le pouvoir sans direction détruit, et que cette situation exigeait une décision plus grande que la vengeance. Le lendemain, elle rendit visite à Francisca. La femme qui avait autrefois souri derrière un mur était maintenant assise, courbée sur un banc, plus âgée, plus pauvre, vide. Quand Maria s'assit à côté d'elle, Francisca la reconnut immédiatement. Il n'y avait plus d'échappatoire. Les mots vinrent par à-coups, puis de manière inéluctable. Le mensonge, la lettre, la cupidité. Maria écouta sans interrompre. Elle ne posa qu'une seule exigence. La vérité devait être dite. João devait l'entendre. Tout le reste était insignifiant. Maria n'offrit pas un marché, mais un chemin. Elle renoncerait aux dettes si Francisca avait le courage d'avouer ouvertement son acte. Ensuite, elle devrait partir et se retirer de leur vie. Ce n'était pas un acte de clémence, mais de clarté. Francisca accepta, non par espoir, mais parce qu'il n'y avait plus d'autre possibilité. Le chemin vers l'appartement de João fut court, mais difficile. Quand Maria se tint devant la porte, elle savait que tout allait se décider. Non par les mots, mais par la vérité. 6 années de silence étaient derrière elle. Maintenant, il était temps d'y mettre fin. João ouvrit la porte et ne reconnut pas Maria immédiatement. 6 ans avaient changé son visage, non par dureté, mais par sa tenue. Elle se tenait calmement devant lui, droite, avec un regard qui ne demandait rien et ne cachait rien. Pendant un instant, aucun des deux ne prononça un mot. Le passé s'immisça entre eux comme une troisième personne, puis Maria fit un pas en avant. « Je suis venue pour dire la vérité, dit-elle doucement, et pour voir nos enfants. » De l'intérieur de l'appartement vint une voix. Joãozinho, plus vieille, plus grave, mais reconnaissable. Maria sentit son souffle se couper. João voulut répondre quelque chose, mais Francisca sortit de l'ombre. Sa vue le figea. Tout ce qu'il avait refoulé revint. Maria lui demanda d'envoyer les enfants dehors un instant. Sa voix était ferme, sans être autoritaire. Il hésita, puis le fit. Francisca s'assit. Ses mains tremblaient. Les mots qui suivirent tombèrent lourdement, mais ils tombèrent. Elle parla de la lettre, de l'histoire inventée, de la cupidité pour la terre, de la peur de se retrouver les mains vides. Elle parla sans fioriture, sans justification. Quand elle eut fini, le silence régna dans la pièce. João resta immobile, comme si quelqu'un lui avait ôté l'air. Puis quelque chose se brisa en lui, non pas bruyamment, mais profondément. Il comprit qu'il n'avait pas perdu sa famille parce qu'il avait été trahi, mais parce qu'il n'avait pas écouté. Maria dit peu. Elle n'expliqua rien, ne défendit rien. La vérité était présente dans la pièce et n'avait pas besoin de renfort. João la regarda, chercha des mots,
n'en trouva pas. Il baissa les yeux. Ce ne fut pas un pardon dramatique, pas une promesse. Ce fut la reconnaissance d'une erreur irréparable. Quand les enfants revinrent, Maria resta immobile, incertaine comme quelqu'un qui franchit une frontière. Pedrinho la reconnut le premier. Il ne dit rien, il se dirigea simplement vers elle. Joãozinho suivit avec hésitation. Maria s'agenouilla. Elle ne pleura pas. Elle les serra fort, comme si elle avait appris que les larmes pouvaient attendre. Francisca se leva. Elle savait que son rôle était terminé. Maria la regarda et hocha la tête. Pas d'adieu, pas d'étreinte. Juste la certitude que la vérité a des conséquences. Francisca partit sans se retourner. Derrière elle restait une famille qui ne se retrouvait pas, mais devait se reconstituer. Lentement, sans illusion, sachant que rien ne serait plus comme avant, mais que cela pouvait néanmoins continuer. Les semaines qui suivirent la vérité furent silencieuses et lourdes. Non pas le silence rédempteur que l'on connaît dans les films, mais un silence où chaque mot doit être pesé. Maria resta d'abord, non pas comme épouse, non pas comme revenante, mais comme mère. Elle venait le matin, aidait les enfants, préparait à manger, repartait le soir. João accepta cet ordre, car il sentait que la confiance ne pouvait être exigée. Elle doit grandir ou elle ne grandit pas du tout. Pedrinho commença à poser des questions, prudemment, tâtonnant. Pourquoi maman était-elle partie si longtemps? Pourquoi papa avait-il été si en colère? Maria répondit honnêtement, sans les détails qu'un enfant ne peut porter. Elle parla de mensonges, de peur, d'erreurs. João écouta. Pour la première fois, il écouta sans se défendre. Joãozinho chercha la proximité, s'assit à côté de Maria, comme s'il devait vérifier qu'elle restait vraiment. Elle resta. Un soir, João demanda à Maria de rester. Non par habitude, mais par clairvoyance. Ils s'assirent à la table où tant de choses avaient été décidées. João parla de culpabilité, de l'enfant dont il ne venait que d'apprendre l'existence, des années où il avait essayé d'être fort et s'était endurci. Maria écouta. Quand elle répondit, elle le fit sans accusation. Elle dit que pardonner ne signifiait pas revenir en arrière. Cela signifiait regarder ensemble vers l'avant, pas à pas. La décision ne fut pas prise ce soir-là. Elle se fit sur des mois, par de petits gestes, par la manière dont João préparait les tartines des enfants le matin, par la manière dont Maria restait, même quand c'était inconfortable. Finalement, ils emménagèrent ensemble dans une nouvelle maison, loin des vieux murs. Non pas comme une répétition, mais comme un nouveau départ. Ils parlèrent de l'enfant perdu, donnèrent une place au silence. Et quand Maria tomba à nouveau enceinte plus tard, ce ne fut pas un remplacement, mais un signe que la vie ne calcule pas. Elle continue. Différemment. Plus mûre. Le jour où elle tint son troisième enfant dans ses bras, Maria sut que le cercle ne s'était pas refermé, mais élargi. Que la douleur ne disparaît pas, mais trouve sa place. Et que la famille ne naît pas du sang ou du passé, mais de la décision de rester quand partir serait plus facile. 2 ans passèrent sans qu'il ne le remarque. Non pas parce que rien ne se passait, mais parce que la vie avait retrouvé un rythme. Travail, école, soirée où ils mangeaient ensemble. Maria avait vendu son entreprise et, avec João, avait commencé quelque chose de nouveau, petit et terre à terre. Il ne voulait pas marquer le coup, mais bâtir la stabilité. Les enfants grandirent là-dedans, chacun à sa manière. Pedrinho assuma des responsabilités, silencieusement et avec fiabilité. Joãozinho resta sensible, mais il riait à nouveau. Un après-midi, Maria sortit la lettre du tiroir, celle qu'elle avait écrite autrefois. Le papier était jauni, les mots inchangés. Elle la lut au garçon. Non pas comme une preuve, mais comme un rappel que les promesses doivent être tenues. Pedrinho écouta attentivement. Joãozinho lui tint la main. Après, il demanda si elle resterait maintenant pour toujours. Maria ne répondit pas immédiatement, puis elle dit « Je suis là ». C'était suffisant.
João parla pour la première fois de l'enfant qu'ils avaient perdu. Il demanda pardon, non pas par de grands gestes, mais avec la volonté de ne plus refouler la culpabilité. Maria pleura. Non pas seulement de douleur, mais de soulagement. Ils décidèrent de ne pas oublier le souvenir, mais de le préserver sans s'y accrocher. Quand la nouvelle de la mort de Francisca arriva, Maria était calme. Il y avait une lettre, un dernier mot de regret et de l'argent qui ne devait pas être gardé. Ils décidèrent ensemble d'en faire quelque chose qui reste. Une crèche, ouverte, simple, pour les familles qui avaient besoin d'aide. Non pas comme un monument, mais comme une action. Le jour de l'ouverture, Maria se tenait dans la cour et regardait les enfants. Elle pensa au chemin qu'elle avait parcouru, à ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle avait gagné. Ni triomphe, ni vengeance. Juste la certitude que la vérité, même tardive, peut changer des vies. Les années qui suivirent ne portèrent plus de titres dramatiques. Elles furent faites de jours qui se ressemblaient. Et c'était précisément là leur signification. Maria avait appris que la guérison est rarement bruyante. Elle se manifeste dans la répétition du quotidien, dans la fiabilité. João resta, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il avait compris que la responsabilité n'est pas un état, mais une décision que l'on prend à nouveau chaque matin. Pedrinho et Joãozinho grandirent avec une vérité qui ne leur expliquait pas tout, mais suffisamment pour ne pas les troubler. Ils savaient que leur mère n'était pas partie. Ils savaient que leur père avait fait des erreurs. Et ils savaient que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. C'était suffisant. Ils n'auraient pas pu porter plus à leur âge. Maria pensait parfois à Francisca, non pas avec amertume, mais avec une tristesse silencieuse pour une vie qui s'était égarée dans de mauvaises directions. La crèche, née de son dernier vœu, devint un lieu rempli de voix et de mouvements. Les enfants venaient, partaient, continuaient de grandir. Ce n'était pas une compensation, pas un contrepoids à ce qui s'était passé. C'était simplement quelque chose de bon qui était resté. Un après-midi tardif, Maria et João étaient assis côte à côte, sans parler. Le soleil était bas, les bruits de la cour étaient familiers. « Nous n'avons rien récupéré, » dit Maria finalement. « Nous avons construit quelque chose d'autre. » João hocha la tête. Il savait que c'était la forme la plus honnête d'espoir. La vie ne leur avait rien donné. Elle leur avait seulement laissé la possibilité de prendre des décisions. Et ils avaient appris que le pardon ne marque pas une fin, mais un début. Un début silencieux, mais porteur.